C'est parti. Entendu. Merci Doriane. Alors déjà double merci en effet à toi et à Étienne pour ces belles journées scientifiques qui bénéficient à la fois aux étudiants et puis aux chercheurs, ou aux apprentis chercheurs en plus en herbe. Alors, mon propos va porter en effet sur le retour à la nature durant cette période de crise. Et je partirai d'une citation de Jacques de Marquette, qui est une figure clé d'un mouvement naturiste de l'époque, le Trait d'Union, et qui montre bien le lien qui existe en effet, le lien étroit, voire consubstantiel, entre crise et idéologie du retour à la nature. Et par-delà l'année 36 de leur parution, ils révèlent finalement in fine l'essence du naturisme, puisqu'on va parler de naturisme, qui dit retour à la nature, dit aussi naturisme, dont l'influence est alors notable dans tout le champ éducatif. Et donc ils révèlent en effet que, ces propos, la nature, et plus encore le retour à la nature, apparaît être, pour nombre d'individus, l'unique option, solution, face à une situation de crise, perçue comme de grande ampleur. Alors quelques repères sur le naturisme, en effet, que je vous donne rapidement, juste pour souligner que le naturisme est un discours de crise, qui se concrétise à travers des usages, des pratiques, des réalisations, des mouvements. Et pour remarquer aussi que l'éducation est également un discours de crise. La preuve en est que l'éducation s'impose durant le Front populaire et le régime de Vichy comme un des leviers majeurs sollicités par les dirigeants pour répondre à des crises protéiformes, tout en visant à fonder une nouvelle société, ou une société plutôt, on le verra, pas si nouvelle, plus que plus naturelle dans leur esprit. Et puis, ça m'amène aussi à préciser, à propos des crises qui scandent cette période, qu'il faut considérer des facteurs objectifs. Jean Saint-Martin en a parlé en parlant justement de la tuberculose, une pandémie avec le nombre important de morts que ça génère chaque année, donc des facteurs objectifs qui déclenchent les crises, mais aussi des aspects beaucoup plus subjectifs, pour souligner que la crise, c'est une construction culturelle également, une perception, une lecture du réel qui fait la part belle aux croyances, aux fantasmes, plus ou moins partagés. Et si on prend une échelle temporelle plus large, notamment, eh bien, on peut voir que la crise corporelle qui est sans cesse répétée par les promoteurs d'éducation physique et qui prend le nom de dégénérescence de la race fait la part belle, pour une part, au fantasme, en effet. Et que ce sentiment partagé de dégénérescence fait écho aussi à celui d'une société entrée en décadence. Il manque une diapositive, bon. Un peu important. Entrée en décadence, en effet, comme le repérait Sternberstein à propos notamment de la période qui commençait à partir de 1925-26. Donc, comme on peut déjà le pressentir, crise, retour à la nature et éducation sont prédisposés à se rencontrer dans la période qui nous intéresse. Et on ne saurait manquer de remarquer que le Front populaire, et plus encore le régime de Vichy, ont des projets politiques qui s'appuient plus ou moins explicitement sur une conception, une définition de ce qu'est la vie naturelle, une société naturelle par opposition à une vie artificielle dévoyée. Et donc, partant de ces constats, je vous propose ainsi d'interroger la place et le rôle confiés à la nature, en particulier au sein de l'école, de l'éducation physique bien sûr, alors que la France traverse une série de crises entre 1936 et 1948, afin d'apprécier bien justement la diversité des usages qui sont faits de la nature au sein de l'école, de relever aussi les références, les modèles éducatifs sous-jacents, de voir quelles sont les perspectives éducatives poursuivies par la nature et finalement quel type de citoyens ou plus largement d'individus vise-t-on à former. Donc je passe rapidement sur annonce du plan pour gagner un peu de temps et commencer par le Front populaire en remerciant Olivier d'avoir déjà planté le décor, d'avoir mis en perspective les propos que je vais suivre. Alors tout d'abord en insistant sur la lecture justement de la crise. Et une lecture qui fait, alors c'est pas le seul discours qu'il y a à gauche, mais il y a ce discours-là qui fait le lien avec la rupture, avec la nature causée par le capitalisme industriel et qui pointe du doigt la bourgeoisie en particulier. Donc en 1936, la renaissance du Front uni, allant de la gauche au centre, n'a pu se faire qu'en raison de la crise économique profonde qui traverse la France, et dont les ramifications, bien sûr, portent sur le plan social, politique et économique, tant à l'échelle nationale qu'européenne. Mais on repère aussi à gauche, en effet, une lecture de l'origine de la crise, ou des crises, qui renvoie à l'idée d'un nécessaire retour à la nature.
Et cette lecture, en fait, elle hérite de la réflexion de grands penseurs libertaires, au XIXe siècle d'ailleurs, qui croient en l'existence d'un communisme libertaire primitif et mythique, dans lequel l'homme, à l'état naturel, ignorant la propriété, aurait vécu en harmonie avec ses semblables. Il aurait ainsi existé une société naturelle, égalitaire, une nature rouge en quelque sorte, dont l'humanité s'est progressivement écartée. Et en matière de crise corporelle, on pointe aussi à gauche les conséquences de la sédentarité, du travail à l'usine, mais aussi plus largement des conditions de vie des classes populaires dans des espaces pollués, surpeuplés et désertés par la nature et ses adjuvants. Et donc cette lecture explique la crise, bien sûr, donc cette lecture qui court parmi les forces qui forment le Front populaire, explique justement la perméabilité de la politique du Front populaire aux thèses et aux pratiques naturistes. D'autant plus qu'il existe certains mouvements naturistes, dont le trait d'union de Marquette, qui construisent directement leur doctrine en s'appuyant sur des idées socialistes, communistes et libertaires. Et de Marquette, justement, fait retomber la responsabilité des crises sur une bourgeoisie individualiste, soucieuse uniquement d'accumuler du capital, ce qui conduit au machinisme à outrance, et à l'exploitation tout aussi outrancière de l'homme par l'homme comme de la nature par l'homme. Alors quoi qu'il en soit, l'influence directe du naturisme sur la politique du Front populaire s'opère par le truchement des hommes, des acteurs, et par certaines personnalités de premier plan, parmi lesquels on citera en effet Henri Sellier, le ministre de la Santé publique, qui est un fervent partisan des écoles de plein air, école dont l'assise naturiste est indéniable. Et on lui doit, en effet, il est maire de Suresnes, et on lui doit le fameux complexe d'école de plein air de Suresnes, qui a été fondé en 1935. Donc quelqu'un qui est vraiment converti aux idées naturistes et à certaines réalisations pour les écoles de plein air. On peut citer aussi le cas de Léo Lagrange, qui était interviewé notamment pour un magazine naturiste en 1936, pour une magazine qui renvoie à un mouvement créé par les frères d'Urville et qui déclare qu'il est parfaitement au courant du mouvement naturiste, qu'il espère qu'ils vont le soutenir parce que la politique qui est menée, finalement, retrouve les idées naturistes à part entière. Et puis on pourrait citer en effet le docteur Pierre Marie, qui est une figure clé du PSSFIO, qui est journaliste, qui est aussi investi dans la direction des différentes fédérations travaillistes, USCGT, FSGT, et qu'on va retrouver au sein du cabinet Léo Lagrange. C'est une figure clé, il écrit beaucoup dans le populaire, et lui, il est vraiment un soutien et un diffuseur très large des thèses naturistes, et notamment des thèses nudistes même. Il va jusqu'à soutenir des mouvements qui prônent une nudité intégrale. Donc ça, on retrouve ses écrits largement dans le populaire. Quand il faut parler de ça, c'est un peu lui l'expert en quelque sorte. Donc il y a des passeurs en quelque sorte au sein du gouvernement qui font ce travail-là idéologique. Alors du coup, quels en sont les effets et à quel niveau? Et donc on peut voir déjà qu'on se tourne sur un usage de la nature qui est focalisé sur la santé du peuple, la santé des enfants du peuple en particulier, puisqu'avec le Front populaire, le social est au cœur de la politique du gouvernement, et ce social renvoie nécessairement à la santé des masses populaires, adultes comme des enfants, et on pensera une fois encore face aussi aux pandémies, c'est quelque chose qu'ils connaissent très bien à cette époque-là, comme la tuberculose. Et donc face à cet enjeu de premier plan, les mesures prises par le gouvernement visent à faire flèche de tout bois pour démocratiser le grand air, la nature des bords de mer, des montagnes, pour organiser ce retour salutaire à la nature prêché de longue date. Et donc dans ce projet, sport et éducation physique sont mis largement à contribution, puisqu'ils sont perçus comme des temps privilégiés d'accès à la nature et des lieux aussi privilégiés d'accès à la nature, puisque c'est là qu'on peut faire pratiquer en plein vent, en plein air, en pleine nature. Donc les mesures phares qui organisent ce mouvement vers la nature, ce sont bien sûr les congés payés, les billets de train à tarif réduit, la semaine de 40 heures et les 5 heures de PS. 1 heure par jour, c'est un petit peu le slogan de l'époque. C'est vraiment le socle qui doit réunir les conditions d'un retour à une vie plus naturelle, tout au moins une vie plus saine. On joue aussi sur plusieurs tableaux à cette époque-là, puisque loisirs, au sens de culture aussi, santé et nature forment un véritable triptyque. Ils sont inséparables.
Les fédérations sportives participent à ce projet et le brevet sportif populaire, c'est un brevet pour la nature. C'est tout au moins comme ça que le dit Pierre-Marie, hein, très clairement. Pour lui, voilà, ça stimule l'élan nécessaire au retour à la nature. Donc la santé par la nature et le brevet, voilà, il est une fois encore un des moyens d'amener le peuple et ses enfants vers la nature. Donc l'école publique n'est pas en reste sur le plan hygiénique, avec la référence, et ça a été suffisamment dit en effet, que constituent alors les écoles de plein air et les écoles au soleil. Et en 1936, un nouveau cap est franchi, avec cette période d'expérimentation privilégiée qui aboutit à la généralisation des 3 heures de plein air, en effet, en tous les degrés, et avec les JO de 1938 qui vont mettre au premier plan cette idée qu'il faut inspirer aux enfants le goût de la culture corporelle et de la vie en plein air. Et donc on a là tout le contexte nécessaire à l'implantation renforcée de l'hébertisme, qui est une forme de naturisme tel quel, et du scoutisme. Donc vraiment 2 voies d'enracinement du naturisme en France. Et ils vont s'implanter largement dans l'école, ils vont faire leur chemin, et aussi dans des structures de formation, dans les réseaux professionnels, dont, je passe trop vite, dont j'ai mis quelques exemples. Alors la nature a aussi... Si ça va bien, voilà. La nature a aussi un rôle à jouer en matière de démocratisation. Ça a été bien souligné par l'intervention d'Olivier Chauveau, cette volonté de démocratiser, d'avoir même une méthode, une politique fondée sur une méthode de démocratisation, de participation. Et donc la nature, elle participe à cet élan-là de d'émancipation et de démocratisation. Donc, sous le Front populaire, cette nature se décline sur le plan pédagogique. C'est le retour à la nature pédagogique, avec l'influence phare des écoles nouvelles et des pédagogies actives. Et qui dit école nouvelle et pédagogie active dit une fois de plus naturisme. Alors il suffit pour s'en convaincre, en effet, de regarder les propositions d'Adolphe Ferrière, qui est le président, fondateur, animateur incontournable du Bureau international des écoles nouvelles, et qui est le bâtisseur de l'école active. Aussi de Célestin Freinet, autre influence de l'époque, qui vraiment considère que le retour à la nature, les bains d'air, de soleil, plus ou moins nus, sont en quelque sorte indissociables d'une pédagogie active. Donc plus largement, les pionniers de l'école active promeuvent une école qui respecte la nature de l'enfant, son individualité, d'où la place qu'on fait à la méthode naturelle, qui justement fait une différence entre les enfants. Une école qui s'appuie sur le grand livre de nature pour construire les apprentissages et par-delà la réussite de l'élève. C'est la nature, la pédagogie par la nature pour faire réussir l'élève, pour l'émanciper. Donc des pédagogies qui sont actives, concrètes et intégrales, puisqu'on veut solliciter en effet tous les plans de l'individu avec, je le répète, pour enjeu, faire réussir, démocratiser le savoir et la réussite. Donc on comprend pourquoi, en effet, Jean Zay, Albert Châtelet, directeur enseignement secondaire, les encouragent, diffusent leurs principes et s'efforcent donc de faire appliquer ces principes dans toute l'école. Et les propos tenus par Jean Zay, à propos de la pédagogie scout, laissent entrevoir plus largement, en effet, son adhésion aux pédagogies de la nature, sa réceptivité aussi à la méthode naturelle. Je vous les laisse apprécier à ce niveau-là. Quant à Châtelet, pour vous montrer son implication dans le mouvement du plein air, il sera nommé en 1937 président des éclaireurs de France, en remplacement de Georges Berthier. Berthier, c'est un des fidèles parmi les fidèles de Georges Hébert, un fidèle soutien. C'est aussi le directeur de l'école des Roches. C'est à lui qu'on doit l'usage des méthodes naturelles au sein de l'école des Roches, membre du CFEN également, et voilà, une influence notoire. Donc une mesure témoigne en particulier de l'influence justement des écoles nouvelles, c'est la création par l'arrêté du 22 mai 1937 des loisirs dirigés. C'est bien ce que relève fort justement Jean-François Condette. Donc on le voit, et pour terminer cette partie, le recours à la nature est ici mis au service d'un projet émancipateur, voire libérateur, qui trouve sa finalité dans l'avènement d'une société plus juste, plus naturelle, affranchie de l'exploitation de l'homme par l'homme. Et dans ce projet, je le répète aussi, nature et culture ne s'opposent pas, au contraire. Leur association, leur mise au service l'une de l'autre,
doit permettre de former cet individu intégralement développé, un citoyen qu'on dirait maintenant lucide, éclairé et critique peut-être. Changement d'époque, avec le gouvernement de Vichy et une nature qui change de bord, qui se droitise et qui se met à l'ancien régime. Donc avec Pétain, prend fin la République au profit de la Révolution nationale, une révolution culturelle également, et qui rencontre à plus d'un titre continuité le naturisme, ou tout du moins une certaine déclinaison conception du naturisme. Alors sitôt investi de ses fonctions, Pétain s'efforce d'établir plutôt un ordre nouveau, une société nouvelle sur les cendres, les ruines de la précédente. Est-elle vraiment nouvelle pour autant ? Pas tout à fait, puisqu'il s'agit d'un retour en arrière. D'un retour sous forme de compromis, certes pas autant qu'il l'aurait voulu, mais un retour à un ancien régime qui est vu comme plus naturel. Celui d'avant l'école des sans-dieux, d'avant la gueuse, d'avant la révolution républicaine. Dans la rhétorique de l'extrême droite qui se déploie, une rhétorique polymorphe, certes, le thème de la nature occupe une fois encore une place centrale. Et on y trouve l'idée d'une société respectueuse des hiérarchies, la hiérarchie étant perçue, désignée comme une loi naturelle. Une société qui doit avoir également le retour de la race française, la race primitive, on l'avait évoqué dans les diapositives précédentes, donc une race pure, inscrite dans l'action, avec une perspective eugénique centrale. Et donc, une fois encore, on va chercher les causes de la dégénérescence, de la décadence, de la dégénécadence en quelque sorte. Donc, les causes de cette situation, de cette rupture avec l'ordre naturel, et on va chercher, bien sûr, les coupables. Le mal vient de loin, de la République, la gueuse en effet, des francs-maçons, des juifs, des immigrés, et puis bien sûr de l'école républicaine. Une école qui a rompu avec le principe de hiérarchie, qui a, par son état trop livresque, affaibli les élèves sur le plan physique, mais aussi moral. Une école aussi qui a féminisé les hommes, et puis avec alignement des programmes, qui a masculinisé les filles, très clairement. Et le Front populaire concentre toutes ces critiques. C'est vraiment la synthèse. Et donc la rhétorique de Vichy, si elle témoigne bien sûr de l'imprégnation du naturisme dans les milieux de droite et d'extrême droite, explique une fois encore pourquoi la doctrine naturiste, formalisée plutôt par l'auteur Paul Carton, avec Georges Hébert notamment, soit mise au service du régime de Vichy, sitôt celui mis en place, et que cette doctrine naturiste de Carton en devienne un levier d'action. Alors pourquoi ? Parce que Paul Carton propose une conception d'un retour à la nature catholique, qui est fondée certes une fois encore sur des pratiques hygiéniques, de bain d'air, de soleil, de bain d'eau, de pluie, mais aussi sur les devoirs religieux. Il faut autant prier que se baigner en quelque sorte, et là pas question d'être nu bien sûr, il faut porter un costume pour les filles, il faut être un caleçon pour les garçons, donc la pudeur est respectée. Mais ça va plus loin, puisque son approche du naturisme hérite aussi des idées de l'Action française et de Charles Maurras directement. Il s'en revendique, et à travers ça, il défend une société naturelle, Paul Carton, qui est conservatrice, qui est profondément patriarcale, structurée autour de la famille, emmenée par un gouvernement unique, il le dit, et une société donc qui répond, à son sens, aux lois naturelles, des lois qui sont aussi divines, voire guidées, c'est son petit travers parfois, par les forces occultes. Donc dès lors, les causes des crises sont évidentes et viennent ainsi cautionner, avant l'heure, tout ça ce discours-là est construit dans l'entre-deux-guerres, dans les années 20-30, déjà dans les années 20 plutôt, donc vient cautionner avant l'heure la politique menée par le gouvernement de Vichy. Alors quant à Georges Hébert, lui, il ne se prononce pas sur les idées politiques de Paul Carton, ça il laisse de côté. Par contre, il va cautionner sans réserve son naturisme. Il dira, voilà, il soutient, il n'a pas plus loin, il soutient le naturisme cartonien. Et puis avec le temps, les propos d'Hébert se sont durcis, et à travers notamment sa femme qui publie sa revue Éducation physique, on peut taxer ses positions d'antiféministes, très clairement. Voilà. Lui aussi, le naturisme et l'hébértisme bénéficient également de relais, à travers ces personnalités dont on a parlé, Jean Gotland notamment, Lars Oisel, Robert Lafitte, qui sont tous au groupement hébertiste, et qui vont avoir des postes clés au sein de l'EGS, et donc diffuser cet hébertisme et ce naturisme de Carton, puisque les deux vont de pair.
Et ce qui fait qu'en matière de réalisation, on peut dire qu'à cette époque-là, tous les professeurs et professeurs d'EPS étaient naturistes. Soit par conviction, parce que c'est très implanté, soit parce que c'est dans les textes officiels, très clairement. Donc si on prend les IO de 41 notamment, on voit bien qu'il y a cet enjeu de faire vivre à l'enfant une vie naturelle, on condamne une civilisation artificielle, et bien sûr qu'on propose comme support privilégié, comme sous le Front populaire, l'hébertisme et le scoutisme. Et une réponse peut-être à l'interrogation d'Olivier Chauveau sur l'idée qu'il y a une méthode nationale, c'est rappelé dans la presse régulièrement. Il n'y a qu'une méthode, c'est la méthode Hébert. C'est ce qui ressort à travers la presse, mais en effet, c'est faux, puisqu'en fait, c'est très éclectique. Mais c'est bien celle-là qui est mise en avant en permanence, en quelque sorte. Donc, on retrouve la méthode naturelle. On retrouve aussi dans les pratiques, très clairement, proposées par le CGEGS, les pratiques naturelles du docteur Carton, à travers ces différents types de bains. Et si on se demandait si c'était vraiment lui qui avait inspiré ces références-là, ces pratiques-là, eh bien oui, parce que quand on prend les stages de GS, où on forme les différents moniteurs, enseignants et éducateurs, eh bien on fait très clairement référence à ce personnage et à sa méthode. Donc on comprend en effet pourquoi cette méthode est aussi reconnue. On comprend aussi, et il faut que j'accélère en effet le rythme, moi à mon tour, que le CGEGS se sert à la nature aussi à des fins morales et pédagogiques, et qu'elle s'appuie encore sur des usages des écoles nouvelles, alors pas toutes les écoles, leur référence est surtout faite en effet à l'école des Roches. Et pour en terminer, une question se pose, qu'en est-il après la guerre ? Est-ce qu'on a rompu avec le naturisme et l'hébertisme qui seraient disqualifiés par, en quelque sorte, leur instrumentation par le régime de Vichy? Eh bien, à bien relire les textes officiels, j'ai le sentiment que la méthode naturelle reste la première des méthodes. Si on prend les textes de 1945, si on regarde notamment, on peut en discuter bien sûr, le plan qui vient à la fin des textes officiels, on voit que vient en premier les exercices naturels et utilitaires de Georges Hébert. Et si on prend les programmes à l'école primaire, puis en 1949, les programmes provisoires, quand on regarde ce qui est proposé, année par année, 6e, 5e, c'est toujours au début un empilement, un enchaînement d'exercices naturels. Et c'est toujours en premier. Il faut remonter vers les âges un peu plus tardifs pour que ça change. Donc, une fois encore, il y a des continuités. Et on terminera en soulignant combien la nature est un miroir sur lequel se projettent les fantasmes et les croyances, qu'elle nous renvoie bien au contraire à l'état de la culture, et aussi en disant que les continuités, ce sont les hommes qui les font. Et c'est parce que, ça avait été dit précédemment, on va retrouver beaucoup de mêmes acteurs sous le Front populaire que sous Vichy, qu'il y a ces mêmes supports utilisés, voire ces mêmes méthodes. Merci. Merci Sylvain, j'espère que ça, en tout cas je pense que ça a éclairé les étudiants sur cette période et sur le concept de nature en éducation physique. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Baissez pas tous la tête. Alors qui vais-je interroger ? Tu as le choix. Christophe ? Ça devrait encore marcher, je pense. Merci Sylvain. J'ai juste une précision. Tu as parlé à un moment donné de, je ne sais pas, c'est des pédagogues libertaires. Est-ce que tu peux préciser s'il y a des... C'est à propos du communisme primitif, c'est ça ? Oui, tu disais qu'il y avait différents... Il s'inspire pas mal de Reclus, de Bakounine aussi, dans l'idée qu'il aurait existé par le passé une forme de société primitive qui était fondée sur le communisme, où les gens vivaient sans distinction, et en cultivant la terre, bien évidemment. Et ça va hanter les discours, les imaginaires à gauche pendant des années. C'est un substrat en quelque sorte, mais bien sûr, les forces de gauche, c'est un élément parmi d'autres. Mais on va le retrouver quand même, et voilà, ça prédispose en quelque sorte à intégrer et à adhérer à des pratiques naturistes, des propositions, une certaine vision du retour à la nature. Y aurait-il une autre question dans la salle ? Merci Sylvain pour ta présentation. Ça marche, oui.
J'ai une question sur sur la conception de la nature qui ressort. Bon, bien sûr, j'ai l'impression que c'est surtout une nature obstacle, une nature à dominer. Mais est-ce que tu aurais des éléments de nuance justement dans les discours un petit peu qui peuvent être déployés au regard de la nature? Est-ce que dans la nature à retrouver, il n'y a pas aussi d'autres conceptions de la nature? Tout à fait, il y a des nuances bien évidemment. On voit bien que c'est vrai, sous Vichy, on s'en sert pour stimuler notamment la lutte. C'est vrai que là, on le voit comme le moyen de prendre des risques aussi. C'est clairement une éducation pour les garçons à la virilité, de ce point de vue-là. Mais c'est pas seulement un obstacle, c'est aussi le moyen de se régénérer. Si on se dévêtit, c'est aussi pour profiter des effets vitalisants de la nature. Ça accompagne, on met sur le plan pédagogique aussi, là-dessus, c'est un ressort. Se mettre dans la nature, c'est déjà ouvrir l'esprit de l'élève, stimuler ses sens. Donc ça peut être obstacle, comme ça peut ne pas l'être aussi. Et on va jouer finalement sur ces différentes modalités. Et en fonction des idéologies, on va tirer sur une ficelle plus que sur une autre, par exemple. Et ta question là-dessus est tout à fait pertinente. Merci à toi. Le temps que les étudiants préparent leurs questions, moi j'en avais 2 à te poser. La première d'entre elles porte sur les stages EGS dont tu as parlé à un moment donné. En ayant analysé toutes les archives du CNMA, j'ai pas trouvé, tu vois, une place importante à la méthode naturelle. J'ai davantage trouvé une grosse place à l'initiation sportive dans différents sports. Et en gros, la méthode naturelle aurait été, je dirais, un dixième de la formation. Donc ça m'étonne. Alors je voulais savoir dans quelles archives tu avais pu voir apparaître C'était des archives nationales, ça fait un petit moment, mais c'était des fascicules en fait, des conférences qui avaient été tenues. Et ces fascicules sont publiés pour être diffusés, en fait, pour que ce soit diffusé dans les... Et donc là, on a ces différentes pages où on reprend en effet ces propositions du Dr Carton, où c'est clairement dit. Et les conférences portent à chaque fois sur une pratique. On va parler de l'alimentation naturelle, par exemple, en insistant qu'il faut que ce soit paysanne, il faut qu'on mange moins de viande, sur les différents types de bains. Voilà, donc voilà, j'avais trouvé ça. Alors après, c'est vrai que peut-être il y a des lieux où, on voit bien que c'est divers. Il y a des choix on est confronté à une diversité de cultures, de formations et de sites, et peut-être que là, non, ça a été beaucoup moins le cas. Ce sera à creuser, en effet, tu as tout à fait raison. Alors, autre question, après, je l'ose. Quand on regarde en fait le règlement général méthode française, quand on analyse en fait le tome qui est consacré à l'éducation physique, moi j'ai l'impression au nombre de pages que c'est la méthode naturelle qui est la méthode la plus importante. Parce qu'elle prend en fait dans le livre en tant que tel, tu vois, elle prend au moins 150 pages sur 200. En 25, par rapport au 25, tout à fait. Ouais. Et donc, c'est bien ce que reproche Hébert à Joinville, de l'avoir plagié sans le citer, et et en faire déjà une méthode centrale, oui. Et c'était un peu là où je voulais en venir par rapport aux étudiants. On dit souvent que la méthode naturelle, la méthode française est une méthode éclectique basée sur trois propositions qui ont chacune la même valeur. Dans le règlement général, il est très clair que c'est la méthode naturelle qui a le plus de place à travers le nombre de pages. En tout cas, je voulais savoir ce que tu en pensais, comment tu lisais les choses. Oui, c'est vrai que j'étais pas allé jusque-là, mais ça me paraît tout à fait pertinent et ça rend compte bien de l'importance qu'avait pris Georges Hébert depuis le Collège d'athlètes de Reims, ses propositions. Donc on récupère cette méthode qui est en train de monter à tout point de vue, puisqu'elle permet à chaque fois de couvrir l'angle sportif, l'angle éducatif, voire rééducatif. Hébert, il dit sa méthode, elle sert à tout, à éduquer, à rééduquer. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est très insatisfait sous Vichy, puisqu'il y a encore la méthode suédoise. Donc il est en colère et c'est pour ça qu'il ne participe pas. Et sous le Front populaire, c'est pareil, il refuse de s'impliquer. Merci. Yvon ? Merci Sylvain pour ta présentation. Moi j'avais une question par rapport aux écoles de plein air que tu as évoquées dans ta présentation. Est-ce que tu fais une différence entre les écoles en plein air et les écoles de plein air ? Alors les appellations parfois sont interchangeables. C'est vrai que je fais pas de différence. Il me semble que les deux se trouvent utilisés par les acteurs de l'époque. Et ils se rattachent à peu près à la même doctrine qui est formalisée, avec des nuances aussi, parce que c'est toujours pareil, la situation est complexe, mais c'est le docteur Armand Delille qui va publier des ouvrages de référence afin de servir de modèle sur les critères d'enseignement hygiénique, et qui sont suivis par les écoles de plein air ou en plein air. Mais l'appellation, elle est utilisée par les acteurs de façon peut-être indistincte. Ouais, mais...
Parce que la référence à Armand Delille, elle, c'est d'amener l'école à l'extérieur, faire classe dehors. Voilà. D'ouvrir la classe D'ouvrir déjà, la classe. un peu comme vos constructions qui sont au-dessus là, en travaux là, on ferait court là-bas, ce serait parfait. Voilà. C'est cette idée-là, donc on va laisser les fenêtres ouvertes, y compris quand il fait froid, et après d'amener en plein air les enfants dans la nature pour faire la classe avec des pupitres portables, et puis c'est l'occasion, c'est une leçon de nature, donc on va découvrir les arbres, les étudier, les dessiner sur tous les plans, et ça y est, on est sur une pédagogie active, et une pédagogie pratique concrète. Et c'est ce qui plaît aussi à Vichy et le Front Populaire. Là-dessus, on va retrouver les mêmes idées de principe, cette idée de pratique, de confronter au réel. Les deux insistent là-dessus. Après, les valeurs sont bien sûr très différentes et les projets politiques opposés. Merci. Alors, y a-t-il une dernière question? Allez, lancez-vous. Lancez-vous, c'est Le pas moment. jamais de mauvaise question. Tant pis. Merci Sylvain.